Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence consacrée à la façon dont le gallo, cette belle langue régionale, remonte le fil du temps au Louvre, à Abu Dhabi, aux portes du désert. Je suis ravi de vous introduire ce sujet à travers un prisme assez atypique autour des langues, puisque le prisme choisi, c'est celui de la lumière. On va le voir dans plusieurs sens. Une lumière qui peut être plurielle, et vous allez le découvrir à travers cette conférence de restitution d'un voyage d'études dans les Émirats qui a été à la fois l'occasion de découvrir comment Abu Dhabi fait œuvre de diplomatie culturelle, de diplomatie d'influence avec l'Occident, et aussi comment l'émirat voisin, Dubaï, en capitalisant sur un soft power tout à fait inédit à travers l'exposition universelle accueillie sur son sol, a aussi porté des thématiques futuristes à travers de nombreux pavillons représentés, dont le pavillon France qui était consacré au thème lumière, et qui offre aussi beaucoup de biscuits pour le sujet qui nous réunit. Alors, le Louvre d'Abu Dhabi, vous l'avez ici en photo, est une signature architecturale exceptionnelle de Jean Nouvel et ses ateliers, portant à travers le travail partenarial mené par l'agence France Museum, l'ambition de poser sur la mer un musée universel. Et dans ce décor, dans cet écrin maritime, ce dôme que vous voyez ici laisse finalement derrière l'impression du visiteur la métaphore d'une grotte de lumière. Une grotte de lumière qui associe à la fois la sérénité des ombres, des reflets et des calmes. Ce calme qui s'offre à une grande diversité de visiteurs, de participants, de parties prenantes. Vous voyez ici l'exemple de la signalétique proposée autour de ce musée dans le district culturel de Sadia Island, qui propose même à ses visiteurs épris de culture d'aborder aussi ce musée soit à travers une séance de yoga ou même d'approcher finalement les quais qui l'entourent en canoë-kayak. Ce qui montre à quel point finalement ce musée sur la mer veut effectivement exacerber une certaine fascination pour des rencontres rares, inédites, atypiques. Et le site que vous allez voir dans les photos qui suivent révèle à quel point il y a vraiment une double entrée au Louvre à Abu Dhabi, la possibilité d'y accoster en bateau et d'y trouver aussi des pontons pour y arriver à pied. Cette démarche n'est pas si éloignée de celle qui a été imaginée au Louvre-Lens, puisque vous le savez, dans un ancien bassin industriel qui porte le souvenir difficile de la reconversion minière, les visiteurs retrouvent eux aussi les traces d'un patrimoine qui se veut à la rencontre de l'art, de la mémoire industrielle, des archives orales des ouvriers, des travailleurs qui ont marqué le lieu avant la naissance du Louvre à Lens. Alors, cet accès, ce musée, comme je vous l'ai présenté, offre un accès ouvert sur la mer, sur cet azur, et bien entendu, comme vous le voyez sur ces photos, sur cette lumière. Lumière sur les rives du golfe Persique. Et cette conférence propose de débattre et de réfléchir sur des analogies symboliques qui peuvent
être identifié en visitant le Louvre à Abu Dhabi à travers la thématique des grottes marines, et en particulier celle de la Goule aux Fées, qui a été rendue célèbre sur la côte d'Émeraude, à Dinard, avec notamment la visite des Frères Lumière. Vous avez ici un travail de cartographie qui a été réalisé autour de cette grotte, qu'il est toujours possible de redécouvrir le long d'un sentier en Bretagne. Et cette grotte, la Goule aux Fées, a une signification très particulière. Elle est associée à la fois à la langue galaise, nous allons y revenir, une langue régionale qui a eu à la fois son importance dans les îles normandes, mais également sur le littoral de Haute-Bretagne. Et Dinard a eu la chance d'accueillir les Frères Lumière qui sont venus faire leurs premières expériences photographiques au contact de cette fameuse grotte, la Goule aux Fées. Nous allons revenir ensemble sur cette histoire qui a un sens philosophique aussi très profond, puisque je vous invite à vous poser cette question de croire, en tous les cas, d'imaginer qu'une caverne, un lieu mythique dans l'histoire des images, ait pu abriter l'origine de la photographie en couleur et du cinéma. C'est une rencontre, en tous les cas, une certaine fascination pour les rencontres rares, actuellement visée dans justement la démarche du Louvre à Abu Dhabi. Alors, cette démarche lumière qui existe aussi sur d'autres territoires, en particulier sur la côte d'Émeraude en Bretagne, a mobilisé l'inventivité de nombreux artistes, des intellectuels, notamment à travers la programmation culturelle d'Inard Lumière. Nous allons regarder en quoi il y a peut-être quelque chose d'extrêmement fort avec ce qui s'est passé en Bretagne et ce qui est en train de se façonner et se construire à Abu Dhabi. La proximité avec la langue galaise est intéressante parce que Goule aux Fées a un sens effectivement très précis et renvoie à une notion de grotte ou de caverne, et qui a été associée dans l'histoire à une démarche d'innovation active à travers un serment, le serment de la Goule aux Fées. Ce serment remonte à l'été 1877 où Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinématographe, cherchaient un lieu sombre pour développer leur plaque photographique. Et en se réfugiant au fond de cette fameuse grotte, la grotte de la Goule aux Fées, ils avaient fait le serment, si la marée descendait, de ne jamais séparer leurs deux prénoms et de signer conjointement leurs inventions, ce qu'ils feront dans l'avenir. Et ces frères Lumière avaient véritablement identifié l'île et Vilaine comme une terre d'innovation. Si c'est à Dinard qu'Auguste et Louis Lumière sont venus faire leur première expérience photographique, 1877, les deux innovateurs étaient aussi passionnés par de nombreuses autres découvertes. Ils avaient par exemple acheté et rénové un moulin pour produire une fécule de pommes de terre très fine, ingrédient nécessaire à l'émulsion photographique. Il y a dans cette démarche d'innovation active des archives au sein de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui témoignent d'un nombre impressionnant de nouvelles technologies, de procédés, de métiers, de médicaments, de matériaux qu'avaient exploré dans leurs travaux les Frères Lumière. Et leurs inventions étaient largement imbriquées les unes aux autres. D'abord la chimie, qui a encore un sens toujours aujourd'hui à Lyon, à travers cette vallée de la chimie sur les bords du Rhône. Cette chimie qui a été d'abord liée à la photographie, mais également abordons les champs de l'optique, l'acoustique, la téléphonie, la musique, les automobiles, accumulateurs, carburants, sans oublier le domaine de la médecine, parce que les Frères Lumière ont, dans ces champs extrêmement vastes, œuvré et déposé près de 240 brevets et perfectionnements.
Alors, ce foisonnement créatif et intellectuel est exceptionnel, a nourri près de 500 communications à l'Académie des sciences, ainsi que des échanges avec des sociétés savantes. Ce qui nous invite à réfléchir ensemble à ce rôle finalement d'émulsion qu'ont pu jouer des grottes marines, source de rencontres rares et d'innovations. Et la Goule aux Fées en est véritablement l'illustration. Vous dire que dans le pays gallo, il y a bien entendu des traces importantes de ces grottes, qu'elles sont identifiées sur d'autres territoires, y compris pas seulement sur la côte d'Émeraude, mais aussi sur la côte de Granit Rose, et qu'il est possible jusqu'à Crozon de trouver des grottes qui ont aussi fasciné des artistes dans le Finistère. Dans les Côtes d'Armor, je pense notamment à Erquy, à la Goule de Galimou, qui est aussi un élément extrêmement intéressant dans le témoignage que peuvent jouer des grottes de lumière pour des artistes, des porteurs de projets innovants. Ce débat a une originalité particulière en 2022, à l'heure où effectivement célébrer le passage, le centenaire Picasso, lié à son passage sur la côte d'Émeraude, et qui nourrit des propositions tout à fait innovantes, notamment à travers le centenaire du passage de Picasso en Ille-et-Vilaine, qui symbolise l'attachement d'un grand artiste andalou à la lumière bretonne. Eh bien, une proposition qui viserait à changer le nom du département Ille-et-Vilaine en département Île-Lumière. Alors, ce débat est plein d'actualité à l'heure du centenaire Picasso en Bretagne, en vous rappelant qu'en 1922, Picasso a séjourné à Dinard, à la Villa Beauregard, avenue Georges V, avec vue sur la baie du Prieuré. Et l'année 2022 est justement l'occasion de célébrer le centenaire de son parcours sur la côte d'Émeraude et d'illustrer en quoi son héritage artistique à la croisée d'autres mouvements nourrit toujours aujourd'hui des défis présents. C'est un thème qui sera certainement aussi débattu dans le cadre de la France Design Week à travers sa programmation régionale en Bretagne. L'idée peut être de changer le nom du département Ille-et-Vilaine en Île-Lumière. Et pour toutes ces raisons d'importance culturelle, patrimoniale, historique et symbolique, un appel a été lancé pour examiner ce changement de nom et encourager la constitution d'un groupe de travail au sein de l'Assemblée des départements de France pour faire remonter un tel projet auprès des pouvoirs publics à Paris. Alors revenons sur le Louvre d'Abu Dhabi et sa relation justement avec la péninsule bretonne. Vous savez que Abu Dhabi est une ville constituée essentiellement de marais, d'une faune et d'une flore tout à fait atypiques et d'un esprit de cité lacustre qui offre un reflet tout à fait intéressant avec de grandes cultures maritimes, et en particulier en Bretagne, le pays gallo, qui encore aujourd'hui est ancré dans la culture et dans cette vocation de carrefour, carrefour diplomatique entre justement des représentations du monde. Et plus largement, l'Institut Gallo est aussi certainement un contributeur au dialogue des civilisations. Puisque si l'on puise finalement dans les origines et de la langue galaise les traces de ces grottes marines, de ces grottes de lumière, de la Goule aux Fées, on y retrouve des inspirations exceptionnelles pour l'architecture contemporaine, des inspirations croisées pour le domaine du design, des industries créatives et culturelles,
et un rôle de passerelle extrêmement intéressant avec justement le golfe Persique. Vous pouvez retrouver de nombreuses ressources proposées par l'Institut Gallo en termes de lexicologie, de connaissance des langues, et cette contribution des langues régionales à l'innovation est véritablement la bienvenue dans de grands rendez-vous de bâtisseurs, en particulier dans des pays neufs comme les Émirats arabes unis, parce qu'en étant la puissance accueillante d'une exposition universelle comme celle qu'elle a été à Dubaï, il y a véritablement une opportunité aussi pour l'ensemble des pays participants, et la participation française a permis à de nombreuses délégations régionales, de chefs d'entreprise, de décideurs territoriaux, de venir mesurer finalement le miroir créatif et territorial de la France à l'étranger. Alors, des traces ici, peut-être un détour par la Cité des Ducs, Dijon, terre de naissance de Gustave Eiffel. Vous savez qu'un escalier originel de la Tour Eiffel a été inauguré le 22 février dernier dans justement un parc de verdure qui est un site, une partie intégrante de l'exposition universelle de Dubaï, que vous voyez ici et qui illustre à quel point de grands inventeurs français, Eiffel, rayonnent encore aujourd'hui aux portes du désert à travers ce morceau d'histoire, cet escalier originel qui est maintenant une œuvre d'art, qui est aussi le témoignage d'une amitié. Et ce prisme de l'amitié entre les peuples a un sens, bien entendu, très fort dans la diplomatie des cultures, la lumière, et en particulier l'escalier qui a été inauguré à Dubaï a été à la fois un projet encouragé par une maison de thé, Jana Paris, et le fondateur de cette maison de thé était un ami de Gustave Eiffel. Et sa famille possède toujours une partie des escaliers d'origine de la Tour Eiffel. Toujours la créativité autour d'ingénieurs, d'artistes, de négociants, de commerçants. Il y a autour des thés Jana un amour des chats, une grande créativité autour des félins, et c'est quelque chose qui a fortement stimulé aussi la grande aventure de ce marchand de thé qui était un ami intime de Gustave Eiffel. Alors, le patrimoine Eiffel a des traces encore très présentes dans nos régions, de Crozon à La Roche-sur-Yon, à travers un certain nombre de résidences, de villas de villégiature, de maisons démontables, de pavillons qui, à l'issue de l'exposition universelle, ont aussi été remodulés, déployés vers d'autres espaces. Et ici, vous voyez un site qui fera date, qui est celui de l'exposition universelle de Dubaï. Une expérience exceptionnelle à laquelle j'ai pu participer, et dans l'esprit des organisateurs, le désir profond d'offrir une agora dans laquelle les portes ne se referment jamais pour continuer à connecter les esprits et construire le futur. Et cette boussole créative, stimulée à travers 3 districts, un district de mobilité, opportunité et durabilité, a bien entendu un sens aujourd'hui, du Louvre d'Abu Dhabi à nos régions, pour imaginer ensemble l'industrie magnifique, cette rencontre entre des artistes, des industriels, qui a fait une première éclosion en Alsace, à Strasbourg, et qui est une inspiration tout à fait unique pour l'architecture, le Made in France, la qualité aussi de nos terroirs, de nos savoir-faire. Et justement, près de 4 siècles après le traité du monde et de la lumière de Descartes, nos territoires peuvent être encore aujourd'hui des comptoirs de créativité, d'imagination tout à fait exceptionnels autour de cette thématique de la lumière, des grottes qui ont été aussi des réceptacles, des sources
d'innovation exceptionnelle et qui inspire encore aujourd'hui de grands architectes ou qui réactualise aussi des discours comme celui de Corbusier le 6 février 1920 au Grand Amphi de la Sorbonne, où il appelait de ses voeux à bâtir le troisième établissement humain, l'industriel, auquel nous n'avons jamais fait sa place et qui s'est glissé sournoisement dans nos villes, les a dénaturés, gonflés jusqu'à l'éclatement tentaculaire. Alors, il y a dans l'exposition universelle de Dubaï une réflexion très forte portée par le pavillon France autour du thème Lumière, Lumière, qui a mobilisé aussi des métaphores artistiques, les nymphéas de Monet, que vous voyez ici, de nombreuses réflexions autour des Lumières comme mouvement d'innovation philosophique, mais aussi technique, à travers l'édition originale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, et puis d'autres pavillons européens, comme vous le voyez ici, qui ont rayonné d'inventivité avec la relation entre la lumière et l'architecture bioclimatique, le biomimétisme. Ce sont des sujets qui auront encore une fois la chance de rayonner de nouveau. D'abord parce que Rome, la ville éternelle, est candidate en 2030 pour accueillir une exposition universelle. Mais avant ça, Osaka, la Manchester de l'Orient, dans le Kansai au Japon, entend accueillir une nouvelle fois une exposition universelle en 2025. Ce sera la deuxième initiative puisqu'elle avait déjà accueilli en 1970 une exposition universelle. Et la thématique choisie veut certainement nourrir le dialogue des cultures, le dialogue des civilisations si fécond depuis le Louvre à Abu Dhabi, puisque le thème choisi est de concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. À travers 3 sous-thèmes, sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Le site que vous voyez ici se veut un laboratoire vivant des peuples, un laboratoire pour une société de l'avenir. Et c'est véritablement un sujet extrêmement stimulant pour marcher peut-être sur les traces de nos grottes marines, d'y retrouver des sources de lumière et de création, et de remonter le fil du temps du Louvre à Abu Dhabi vers d'autres rendez-vous, peut-être des expositions universelles, comme celle qui vient de se terminer à Dubaï et qui aura lieu en 2025 à Osaka, au Japon. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous laisse mon adresse courriel si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence et aussi vous dire que ce sujet est aussi, mérite d'être largement débattu avec l'ensemble du public. Je vous propose donc d'ouvrir dès à présent les discussions. Merci à tous pour votre attention.